On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Amdam Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Bonjour Amdam. Bonjour. Face à vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Et ensemble, nous débattrons évidemment de cette actualité avec ces manifestants à la Concorde et déjà une nouvelle journée d'action prévue par l'intersyndicale. Ce sera le 23 mars prochain. L'opposition à la réforme des retraites ne faiblit pas alors que l'Élysée a décidé de passer en force. Adoption grâce à l'article 49.3 de la Constitution. Sans vote donc de l'Assemblée. Conséquence, plusieurs motions de censure seront déposées dans l'espoir de faire tomber le gouvernement. 6 mois de contestation en Iran. Le 16 septembre dernier, le décès d'une jeune femme, Mahsa Amini, pour non-respect du code vestimentaire de la République islamique, déclenchait la plus grande vague de protestation depuis la révolution des Mollahs. Depuis, la répression a eu raison des manifestations, mais la colère, elle, demeure. C'est tout de suite, on va plus loin. Elles sont donc plusieurs milliers de personnes à s'être rassemblées spontanément place de la Concorde à Paris, sitôt connue la décision du gouvernement d'engager sa responsabilité pour faire adopter la réforme des retraites à l'Assemblée nationale sans avoir à passer par un vote des députés. Vous le voyez sur ces images, les affrontements avec les forces de l'ordre continuent. Du gaz lacrymogène a été notamment tiré sur cette place qui est située précisément face à l'Assemblée nationale. Seule la Seine les sépare. Des opposants à la réforme bien décidés donc à poursuivre leur mobilisation. L'intersyndicale a d'ores et déjà arrêté une date depuis le siège de la CGT à Montreuil. Ce sera le 23 mars pour la prochaine journée d'action. Et retour donc sur l'événement à l'origine de cette colère après un mois et demi et 175 heures de débats parfois houleux. Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont donc tranché. Le président et la première ministre ont préféré s'éviter un vote à l'issue incertaine, constatant que plusieurs voix de la droite du groupe Les Républicains manqueraient sans doute à l'appel. Ils ont donc recouru à l'article 49.3 de la Constitution. Nicolas Chamontin. Sous les huées et la Marseillaise des députés, Elisabeth Borne monte à la tribune de l'Assemblée. Après plusieurs minutes de bronca, la Première ministre annonce la décision prise quelques minutes auparavant en Conseil des ministres. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Le couperet est tombé, il n'y aura pas de vote de l'Assemblée sur la réforme des retraites. Une éventualité qui n'avait pourtant pas la préférence du gouvernement. Au Palais Bourbon, la décision provoque la colère de l'extrême droite. Mais bien sûr, c'est inadmissible. Évidemment. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas, comme c'est normalement la nature du 49.3, de forcer la majorité. Il s'agit d'empêcher l'expression de la volonté du peuple français au travers de ses représentants. Et des partis de la NUPES, soutien de longue date du mouvement social. Plus qu'un déni de démocratie, la Première ministre, en annonçant le 49.3, vient de finir d'humilier, de bafouer le Parlement une bonne fois pour toutes. Ce gouvernement, cette Première ministre n'est pas digne de notre démocratie, n'est pas digne de la République. La mobilisation doit se poursuivre, nous la poursuivrons. Dès l'annonce d'Elisabeth Borne, des milliers de manifestants se sont réunis place de la Concorde à proximité de l'Assemblée. Les syndicats ont d'ores et déjà annoncé leur intention d'amplifier la mobilisation contre la réforme des retraites. Amdam Mostafavi, que vous inspire l'usage du 49.3 sur un texte de cette importance? Il m'inspire que c'était évidemment pas la solution la plus souhaitable. Et pas la plus souhaitée sans doute du et gouvernement. Pas la plus souhaitée, non. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement, en tout cas Elisabeth Borne, elle ne souhaitait pas en arriver là, mais et ils espéraient jusqu'au bout, jusqu'à hier, ils pensaient avoir le nombre de députés LR suffisant, et pourtant Elisabeth Borne avait fait quand même pas mal de concessions depuis plusieurs mois, au tel point que le président même lui reprochait, se murmurait-il, lui reprochait d'avoir été un peu trop conciliante avec les LR, et tout ça pour ça. Au final, pour devoir recourir au 49.3,
C'était pas le choix du gouvernement. Pourquoi ? Pas parce que c'est évident, on voit très bien, parce que ça redonne du poil de la bête à toutes les oppositions. Ça redonne des arguments massifs aux gens qui sont dans la rue. Et ça montre, il faut quand même se rappeler qu'Elisabeth Borne est arrivée il y a 10 mois avec sa feuille de route d'être en gros la première ministre de la concertation. Bon, voilà, très très compliqué, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé avec la CFDT, ils avaient d'autres attentes. Ils pensaient que Laurent Berger allait plus soutenir cette réforme. Ça, c'est pas fait. En fait, tous leurs calculs, tous les calculs qui ont été faits par le gouvernement depuis le début de la séquence des retraites se sont révélés faux, ce qui fait qu'ils en sont arrivés là aujourd'hui. Alors, c'est pas la première fois. La précédente réforme des retraites, celle de 2019, avait été adoptée déjà par 49.3. D'autres projets, comme le RMI, qui a donné ensuite lieu au RSA, avaient été adoptés à l'époque par 49.3. En quoi est-ce scandaleux ou en quoi, disons, cela amoindrit-il la légitimité de cette réforme, Gauthier ? Le paradoxe, c'est que ce procédé, cet article 49.3 qui donc permet de faire passer une loi sans le vote des députés, est constitutionnel. Et en même temps, il est considéré comme étant quelque chose d'un peu infamant quand on l'utilise, surtout à répétition. Donc vous voyez qu'en système démocratique, il y a ce qui est écrit et puis il y a ce qui est pensé, ce qui est ressenti aussi. Est-ce que c'est grave ? Oui, c'est grave en ce sens que quand vous voyez toute la séquence que nous venons de vivre en France, où le gouvernement a besoin d'y avoir recours pour une raison très simple, c'est qu'il n'a pas de majorité réelle, de majorité solide, absolue, voilà, au Parlement. Bien. Cela prouve qu'il y a effectivement un émiettement, une sorte de scission dans le corps électoral, mais qu'il y a aussi l'idée que finalement on n'arrive pas, on n'est pas capable en France de s'entendre sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire quand il y a un débat comme la réforme des retraites, vous avez même actuellement une opposition sur les faits de base. Le gouvernement, par exemple, dit il y a urgence. Et puis vous avez les oppositions qui disent non. Il y a des fonds. Le système de retraite n'est pas déficitaire, il ne le sera pas de sitôt. Donc vous voyez que même sur la réalité des faits qui donnent lieu à une discussion, quitte à une empoignade, eh bien, on n'est même pas d'accord. Et c'est là que c'est grave, c'est que ce 49.3 met en exergue cette, j'allais dire, oui, alors là, il s'agit d'une vraie fracture en France, où on n'est plus certain de parler exactement la même langue, que l'on soit d'un côté ou de l'autre, et donc on a recours à des expédients qui sont, on ne va pas dire autoritaires, parce que c'est toujours le Parlement, mais qui semblent être effectivement un déni de débat. Et de l'autre côté, si vous me permettez, en quelques secondes, de l'autre côté, vous avez toute la hargne. Quand je dis de l'autre côté, ce sont les oppositions qui tendent à montrer que face à l'impuissance même des partis politiques, qui ne sont plus de véritables partis politiques, il y a la démonstration par la rue, la démonstration par l'activation du mythe français révolutionnaire. Parce que c'est ça, on plaque des images finalement théâtrales, importantes, symboliques, sur une réalité que l'on n'arrive pas, d'un côté comme de l'autre, à articuler, à traiter et à faire avancer. Emmanuel Macron, lui, a indiqué qu'il n'eût pas été dans son intérêt d'aller, qu'il eût été plutôt dans son intérêt d'aller au vote, car lui, dit-il, je ne risquais pas sa place ou son siège, mais qu'en l'état, les risques financiers et économiques pour la France étaient trop grands et qu'il fallait absolument faire passer cette réforme, ne pas prendre le risque qu'elle soit rejetée. C'est une déclaration lucide qui vous semble sincère, Mme Mostafavi, ou une provocation bravage de la part du chef de l'État ? Alors, je ne pense pas que ce soit une provocation bravache, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas un discours qui est audible aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, en fait, de toute façon, le timing de cette réforme était impossible à tenir. Pourquoi ? Parce qu'on sortait de l'élection présidentielle où, en effet, et des législatives où il n'y avait pas eu de majorité nette pour le président. La présidentielle, c'était la redite avec cette opposition Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Donc c'était quand même déjà quelque chose de tendu. Et en plus, on sort quand même du quoi qu'il en coûte. On sort d'années et d'années. On sort d'un moment où premier quinquennat, on sort 17 milliards pour les Gilets jaunes. Ensuite, on sort de l'argent pour le quoi qu'il en coûte. Et là, soudain, on arrive, on dit bon, non, ça va plus tenir. Il faut tout arrêter. On redevient sérieux. En fait, dans une période où il faut quand même se rappeler qu'il y a la guerre en Ukraine, qu'il y a une inflation massive et où les Français sont déjà attaqués au porte-monnaie, et au porte-monnaie pas pour les loisirs, mais vraiment pour les choses vitales, le caddie. Donc tout ce cocktail était de toute façon explosif. Et l'argument de la rationalité, on l'a vu, il y a eu plusieurs sondages qui sont sortis, on en parle aussi dans l'Express, ces arguments rationnels n'ont pas eu d'écho du tout
chez les Français, alors que dans la réforme de 2010, par exemple, qui avait porté l'âge de 60 à 62 ans, ça avait suscité beaucoup plus d'acceptation. Mais là, tout ce cocktail, je pense, post-Covid, post-élection, faisait que personne n'était prêt à accepter ce qui se passait. Pour autant, une majorité des Français, si l'on en croit les sondages, s'ils rejettent effectivement cette réforme, pensent qu'elle est inévitable, qu'elle s'appliquera quoi qu'il arrive. Gauthier Rybinski, alors d'après vous, les syndicats vont-ils continuer à mobiliser comme ils le souhaitent, puisqu'ils ont d'ores et déjà convié les salariés à se manifester le 23 mars? Écoutez, là aussi, il y a eu il faut le dire, un effet d'aubaine pour certains syndicats. Mais en France, il y a des syndicats qui passent pour réformistes, parfois même trop. Que ce soit l'exemple de la CFDT, et on dit toujours c'est un peu le baromètre, la CFDT. Quand la CFDT est d'accord, tout le monde est d'accord avec le pouvoir, tout le monde dit voilà, finalement, c'était couru d'avance, il y a les syndicats réformistes, mais ce coup-ci, la CFDT dit non, ça n'est pas acceptable. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est effectivement un moyen de capitaliser, parce que les syndicats sont des entreprises en quelque sorte en concurrence, elles aussi. Est-ce que c'est un moyen de capitaliser ça ? Est-ce que c'est un moyen, comme on pourrait l'espérer, de faire comprendre aux Français ce que signifient les choses, non pas pour les faire approuver le texte, mais pour dire, comme disait tout à l'heure, est-ce que on peut avoir une rationalité sur cette question. De manière pédagogique un peu, voilà. Ça, d'accord. Bon, et Emmanuel Macron, finalement, avait aussi tenté, à une certaine époque, d'être pédagogique, et il a renoncé à certaines modalités d'une réforme, précisément parce qu'il les considérait comme trop compliquées. Mais aujourd'hui, la question de cette réforme, c'est qu'elle paraît comme étant le fait du prince, et que ça colle aussi à un modèle politique, qui est le modèle français, avec un président qui est une sorte de monarque, et disons qu'en la matière, le président actuel n'est pas le dernier à avoir avoir mis la robe du monarque. La toge aussi. Voilà. Alors, il y a les syndicats qui appellent à manifester, effectivement. Et puis, il y a ce rassemblement spontané ce soir, place de la Concorde. Alexandra Renard pour France 24, vous vous y trouvez. Voilà, on sent qu'il y a effectivement de l'affrontement dans l'air ce soir. On est à plusieurs mètres de l'Assemblée nationale que vous voyez juste derrière moi, là. Et exactement en face de cette Assemblée nationale, la place de la Concorde était absolument remplie de monde. Il y avait plusieurs milliers de personnes qui viennent actuellement d'être chargées et qui ont été déplacées de l'autre côté de la place de la Concorde, juste là-bas, tout au fond. Derrière nous, il y a une ligne de plusieurs camions de policiers qui protègent l'ensemble du dispositif, juste derrière la place de la Concorde. On a entendu plusieurs détonations. Il y a eu effectivement des gaz lacrymogènes qui ont été lâchés il y a quelques minutes, qui ont créé des mouvements de foule. Plusieurs milliers de personnes se sont entourées autour des bâtiments qui sont ici, habituellement des fontaines, qui sont en cours de rénovation, entourées de panneaux métalliques. Et toutes les personnes étaient en train de taper sur ces panneaux métalliques pour créer une énorme caisse de résonance, sans doute pour signifier très fortement qu'ils sont en désaccord avec tout ce qui se passe ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues à l'initiative des syndicats. C'est une manifestation qui, à l'origine, a été autorisée, puis elle a été interdite par la préfecture et de nouveau autorisée par la justice. Beaucoup de jeunes sont venus aussi spontanément. On a rencontré notamment 2 étudiants qui sont à la Sorbonne, âgés de 18 et 19 ans. Ils nous ont dit qu'ils trouvaient ce 49.3 particulièrement antidémocratique, qu'ils craignaient pour leur avenir, que cette retraite, contrairement à ce qui est dit, pénalise les femmes, les seniors et eux-mêmes, car si les seniors partent plus tard à la retraite, ont-ils dit, nous-mêmes nous rentrerons plus tard sur le marché du travail. Donc vous voyez une ambiance assez tendue, beaucoup de gens qui sont prêts à être mobilisés pour de longs moments. L'intersyndicale d'ailleurs a appelé l'ensemble des syndicats a appelé à une 9e grève de mobilisation le 23 mars. Et vous pouvez être sûr que toutes les personnes qui sont ici seront présentes pour ces manifestations. Oui, alors jusqu'à présent, ce sont effectivement les syndicats qui canalisent ce mouvement, et plutôt bien, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de débordement à manifeste. Faut-il craindre maintenant peut-être un débordement à la manière des Gilets jaunes, Mme Mastafavi ? Malheureusement, ce n'est pas totalement exclu, dans le sens où justement toutes ces manifestations pacifiques n'ont reçu que des fins de non-recevoir de la part du gouvernement. Donc il peut y avoir la tentation, du moins chez certains, de se dire alors si on ne nous entend pas, si on recourt au 49.3, si de toute façon le gouvernement veut réformer sans entendre, est-ce
Est-ce qu'il faut employer les grands moyens, entre guillemets? Et évidemment, on ne le souhaite pas. Le débouché politique, ça pourrait être le vote d'une motion de censure ou éventuellement un remaniement. Emmanuel Macron a même évoqué hier, face à ses ministres, la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, Gauthier Rybinski. Oui. Est-ce que d'abord la motion de censure elle peut passer? C'est jamais arrivé sous la Ve République, mais là on sent bien que voilà, il pourrait y avoir du mouvement du côté des partis politiques, surtout qu'on n'a jamais eu une majorité aussi faible numériquement au Parlement. Ça, c'est vrai. Simplement, on faisait allusion tout à l'heure aux Républicains, donc un parti de la droite dite classique, mais qui est un peu réduit à sa portion congrue, et qui aujourd'hui essaye à nouveau d'exister, qui de fait existe. Alors qu'il dit on ne votera pas la motion de censure, mais il y a des dissidents. C'est précisément parce qu'il y a des dissidents chez les Républicains que le gouvernement a dû faire usage du 49.3. Exactement, parce que ça nous renvoie à ce qu'était la 4e République en France, avec justement un système de partis parfois très volatile, avec des personnalités à l'intérieur des partis qui n'avaient pas de discipline de vote. Et donc ce 49.3... par la Constitution de 1958, avait pour but justement de stopper à un moment donné telle ou telle dérive. Bon. Mais le problème, c'est que effectivement, cette motion de censure n'a peu de chances d'être votée, mais comme vous le disiez, le recours, si vous voulez, direct à cet acte qui est fort symboliquement. Le fait aussi que le pouvoir actuel soit totalement contre finalement l'existence, ou plutôt l'utilité des corps intermédiaires, que ce soit les partis, que ce soit les syndicats. Eh bien, cela donne un boulevard aux Gilets jaunes et surtout à ce type de mouvements qui sont extrêmement violents dans leurs revendications. Je rappelle aussi que les Gilets jaunes ont été, pas tous bien sûr, mais un certain nombre de têtes des Gilets jaunes se sont retrouvés durant la présidentielle de 2022 dans les basques de l'extrême droite. Oui, on en a vu certains chez Zemmour. Voilà, et que donc il y a finalement, entre le comportement du pouvoir et la réaction de la rue, il y a quelque chose qui est malheureusement, faut-il le dire, cohérent. Amna Mostafavi, la possibilité d'une crise de régime, ou en tout cas que soit le gouvernement tombe à la faveur d'une motion de censure, soit qu'Emmanuel Macron procède à un remaniement ou une dissolution? Alors la dissolution, connaissant évidemment de loin, mais la psychologie du président, c'est pas non plus totalement exclu, dans le sens où il est un peu, là il est mis au pied du mur, je pense, quelque chose qui s'attendait pas totalement à ce que ça en arrive là, et de la dissolution finalement, paradoxalement, c'est un moyen de reprendre la main. Mais c'est quand même un très très gros pari, et ça reste quand même un petit peu audacieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en même temps, on risque un peu d'être dans une impasse, parce que le président, je pense, ne reculera pas sur sa réforme. Parce que lui, il faut quand même avoir en tête qu'il a eu l'impression d'être empêché depuis le début de son premier quinquennat par justement les Gilets jaunes, la crise du Covid, alors qu'il s'était présenté comme le réformateur de la France, et rater, si vous voulez, cette réforme, c'est presque impossible. C'est la fin du quinquennat. Donc il est un peu dans un moment vraiment charnière de ce quinquennat. L'heure de vérité pour Emmanuel Macron. On le verra en tout cas dans les prochaines heures et les prochains jours. Voilà 6 mois que dure la contestation en Iran depuis le décès de Mahsa Amini, cette jeune femme morte en détention pour un voile mal porté. Au soulèvement sans précédent depuis la révolution des mollahs a succédé une colère plus diffuse. Il faut dire qu'entre-temps, la répression est passée par là. Alexandre Andois. Mahsa Amini, le visage de la contestation. Depuis 6 mois, les Iraniens manifestent en réaction à la mort de cette Kurde iranienne de 22 ans, après son arrestation par la police des mœurs pour le port d'un voile jugé inapproprié. Femmes et étudiants en première ligne crient leur ras-le-bol et réclament plus de liberté avec des actions chocs comme brûler leur voile. D'autres s'en prennent directement au régime. Pour dissuader les contestataires, les autorités choisissent rapidement la voie de la répression. Plus de 500 manifestants ont été tués et plus de 20 000 personnes ont été arrêtées, selon le décompte des ONG. 4 manifestants ont déjà été exécutés par pendaison, d'autres attendent dans le couloir de la mort. Face à la répression, les contestataires s'organisent. Plus de grandes manifestations trop dangereuses, mais des rassemblements dans plusieurs quartiers pour éviter d'être repérés. Cette semaine, de nouvelles actions ont eu lieu dans tout le pays à l'occasion de la fête du feu. On a vu des femmes à nouveau brûler leurs foulards et entendu des slogans contre le régime. Les manifestations sont moins massives, mais la colère reste intacte. Des manifestations moins massives, mais une colère intacte. Siavosh Ghazi, c'est ce que vous constatez, vous, à Téhéran, pour France 24. Où en est-on 6 mois après le début de ce mouvement ?
Absolument, c'est ce qu'on constate ici sur place. Il n'y a plus de manifestations depuis maintenant plus de 2 mois, des manifestations importantes à Téhéran, mais aussi dans les villes de province, à l'exception sans doute de la ville de Zahedan, dans le sud-est de l'Iran. On n'assiste pas à des manifestations importantes contre le pouvoir. On voit par exemple la nuit venue des slogans qui sont lancés depuis les fenêtres ou les toits de certains immeubles contre le pouvoir, ou comme ça a été rapporté dans le reportage, des rassemblements à l'occasion de la fête du feu mardi dernier. Mais en dehors de ça, le pouvoir a réussi à reprendre le contrôle de la rue et donc se sent assez fort pour avoir libéré, comme l'a annoncé le chef de la justice iranienne, plus de 22 000 prisonniers qui ont été arrêtés depuis septembre dernier. Donc c'est un chiffre très important pour le pouvoir. Cela montre qu'il est assez fort et assez solide pour libérer autant de prisonniers à la fois. En plus de ces 22 000 prisonniers qui ont été libérés, 25 000 autres prisonniers qui avaient été condamnés à des peines de prison dans les années précédentes, notamment des prisonniers politiques, ont été également libérés. Donc le pouvoir se sent assez fort. Et en dehors de cela, il y a une perspective économique plus rassurante puisqu'il y a un accord avec l'Arabie saoudite qui a été conclu par l'intermédiaire de la Chine. Les Iraniens espèrent des investissements importants de la part de la Chine dans l'économie iranienne qui est donc sous la pression des sanctions américaines. L'Arabie saoudite elle-même, par la voix de son ministre de l'économie, a promis des investissements importants en Iran si jamais l'accord va à son terme. Et puis l'Iran essaye de normaliser ses relations avec les autres pays arabes de la région, notamment les Émirats arabes unis ou encore l'Irak, ce qui permettra de relancer son économie et donc de calmer un peu la colère de la population. Merci Siavosh Ghazi avec nous en direct de Téhéran. Hamdam Mostafavi, ces quelques concessions, ces libérations notamment qu'évoquait à l'instant Siavosh Ghazi, elles sont un signe que le pouvoir iranien est confiant dans son propre avenir? Pour moi, ils sont le signe que le pouvoir iranien est prêt à donner tous les gages pour que ce soit acceptable pour la communauté internationale et pour que on n'ait pas le sentiment qu'il y ait une urgence absolue d'agir contre ce pouvoir, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de tensions. Il y a eu une mobilisation internationale quand même, un œil porté sur l'Iran très fort, qui n'avait pas existé jusqu'ici. L'Iran, par ailleurs, même si elle signe des accords avec l'Arabie saoudite, qui quand même vont mettre du temps à porter leurs fruits. Je ne pense pas que l'économie... Vous êtes sceptique vous aussi sur les suites de ce... Voilà, et pour avoir parlé avec beaucoup de gens qui sont en Iran actuellement, quand même la situation économique est très, très, très difficile. On ne trouve pratiquement plus de viande, par exemple, en tout cas à des prix abordables. On est quand même dans un cocktail assez explosif. Et oui, certes, il y a beaucoup moins de manifestations, mais bon, si vous risquez la pendaison, excusez-moi, je pense qu'ils ne seraient pas place de la Concorde ici à Paris, par exemple. Mais justement, malgré la répression, malgré le risque massif que courent les manifestants, il y a encore des choses. Et on a vu là pour Tchartchambesouri, qui est la fête du feu, on a vu quand même des mouvements massifs. Donc, je pense que le régime, comme toujours, pense toujours à sa survie. Donc, évidemment, ici, on peut négocier, montrer aussi patte blanche. Il y a toujours la question du nucléaire en fond des discussions. Ils sont prêts à donner des gages. Après, il n'y a pas de changement pour moi dans la politique menée jusqu'ici. Un pouvoir qui a poursuivi ses activités d'enrichissement d'uranium durant toute cette période. Gauthier Rybinski, comme vient de le dire Hamdam, ce programme nucléaire, c'est plus que jamais l'assurance vie du pouvoir iranien, ce qui lui permet finalement de continuer à pouvoir dialoguer avec les Occidentaux malgré la répression et les cris de ces manifestants qui appelaient justement les Occidentaux à rompre avec Téhéran. Oui,
et qui sont manifestement, d'après les témoignages qu'on a, assez déçus, qui disent finalement on ne peut compter que sur nous, parce que les Occidentaux se satisfont de certaines nouvelles comme celles qu'on entend, où il y aurait une forme de largesse du pouvoir iranien. Non, c'est une forme de survie, bien sûr, mais c'est pas du tout quelque chose qui infléchit, comme je suis d'accord avec Amna, mais qui infléchit la tendance. Simplement, par rapport au nucléaire, ça a toujours été l'assurance vie. Vous voyez bien qu'il y a une sorte de funambulisme du régime iranien sur la question du nucléaire. C'est-à-dire qu'il faut toujours être comme si on allait franchir le pas, tout en ne le franchissant pas, mais tout en ne donnant pas l'impression qu'on recule et qu'on se retire. Et il y a cette espèce de... pour moi, c'est l'image, si vous voulez, de cet équilibriste qui est sur un vélo et qui avance pour ne pas tomber et qui recule aussi. C'est un mouvement très, finalement, de balancier. Pendulaire, presque. Oui, et qui a toujours, finalement, servi au régime. C'est-à-dire que si le régime passait le cap, et on sait qu'il n'en est pas loin, mais ça serait terminé. C'est-à-dire que ce chantage serait démonétisé, en quelque sorte. Mais que l'affaire profondément, capitale, importante, j'allais dire pour l'humanité entière, parce que ce qui se joue là, on pense que c'est une contestation politique. Oui, c'est une contestation aussi existentielle, et c'est pas un hasard si ce sont les femmes qui sont à la tête de ce mouvement. Et ce qui se joue là, finalement, est en train, malheureusement peut-être, de passer à la trappe, précisément, d'arrangements où on essaye de faire en sorte que l'Iran soit endigué. Et l'Iran aura toujours un moyen de pression, que ça soit le nucléaire, que ça soit aussi la répression des manifestants. Et donc, ça veut dire que le pays, que le régime a plusieurs fers au feu pour pouvoir s'en tirer. C'est ça aussi les otages, y compris français, bien Mme entendu, Mostafavi. Non, mais on sait que depuis un moment, tous les opposants iraniens réclament notamment que les gardiens de la révolution, qui sont l'armée paramilitaire, enfin le groupe paramilitaire qui a beaucoup notamment de pouvoir économique, que cette organisation soit qualifiée de terroriste, par exemple par l'Union européenne ou par les États-Unis. Mais pourquoi ce n'est pas fait ? Tout simplement parce qu'il y a des otages français, il y a des otages britanniques, et il n'y a pas de jugement de valeur. C'est évident que les diplomaties européennes ne rappellent pas leurs ambassadeurs, ne peuvent pas, parce qu'elles sont obligées, elles sont contraintes par la politique du chantage du gouvernement iranien de garder une ligne de dialogue ouverte. Merci beaucoup à Mme Mostafavi, merci à Gauthier Rybinski. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. C'est la fin d'On va plus loin. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct. Vous vous posez la question ? Alors restez avec nous. Avec France 24, apprenez à vérifier les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Dénicher les fausses rumeurs de l'actualité européenne. Accéder à une information fiable sur la migration. Info ou Intox, c'est tous les jours la garantie d'une information vérifiée et contextualisée. France 24, c'est une info certifiée, tous les jours, sur tous les écrans. Apprenez le français avec l'actualité internationale sur notre nouveau site. À l'écoute d'RFI en direct de Paris, il est 17h, 16h, temps universel, lors de votre journal en français facile. Bonjour à toutes et à tous, au sommaire de cette édition, pour la défense du climat. Retrouvez le journal en français facile avec son nouvel outil de lecture simultanée de la transcription et accédez plus facilement aux exercices adaptés à vos besoins. Accessible gratuitement sur françaisfacile.rfi.fr.